la Bibliothèque nationale de France. Entendre le théâtre, épisode 5, le théâtre et la radio, par Marion Chentier-Alève. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui doivent empoisonner, réponds ce que je vais te dire. I am that I am. I am that am I. Am I that am? Essayez de comprendre un peu. C'est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau. C'est ce qui est le plus long, qui est le plus intéressant. Et c'est ce que vous ne trouverez pas amusant qui est le plus drôle. L'apparition de la radio, qui va bientôt devenir le média de l'oralité par excellence, va nécessairement avoir une influence sur le théâtre. Comment cette influence va-t-elle s'exercer ? Le théâtre a été joué à la radio dans les années 30, c'était un type de programme très répandu sur les ondes. Il faut attendre les années 60 pour qu'un type de théâtre pour la radio se développe en véritable champ de création sonore. Nous allons voir avec Marion Chentier-Alève, qui est maître de conférences à l'École normale supérieure, comment, entre le théâtre et la radio, entre l'art et le média, une influence et une aide réciproque est née pour les faire évoluer tous les deux. Marion Chentier-Alève. Le théâtre et la radio se sont trouvés assez instantanément dans la mesure où le théâtre est, dans cette première moitié du XXe siècle, le divertissement dominant, socialement majeur, et par conséquent, il occupe immédiatement une large place dans les ondes, puisque du coup, ce dont les gens sont le plus privés en province, c'est précisément de ce théâtre-là. Donc, dans un premier temps, la radio va emprunter presque tout au théâtre, son répertoire d'abord. Quand elle ne va pas directement enregistrer les représentations dans les salles, elle lui emprunte ses textes et elle lui emprunte ses comédiens immédiatement. Donc il y a une sorte de phagocytage du théâtre par la radio qui se fait très rapidement. C'est une époque tout à fait bénie, enfin c'est l'époque qui a suivi la guerre et puis qui a duré une vingtaine d'années où... Michel Bouquet, la radio dans les années 20. La radio était essentiellement tournée vers la culture. Essentiellement tournée vers la poésie, vers la richesse extraordinaire d'auteurs qu'il y a dans ce pays à travers les siècles. Et la volonté à ce moment-là de la radio, tout de suite après la guerre, après ces années terribles, ça a été de donner aux gens une espèce de sentiment qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils étaient entourés. Il y a vraiment une énorme offre parce que le public est nombreux et puis qu'il faut varier et alimenter quasiment quotidiennement le programme dramatique à la radio. Donc il y a quantité de troupes qui se forment, chaque poste a sa troupe, y compris les postes régionaux. Donc dès les années 1925, il y a une troupe radiophonique par poste en province. Et à Paris, il y en a une petite dizaine qui a raison de 3-4 dramatiques par semaine, donc répète en permanence pour produire 2 ou 3 fois par semaine ces émissions à la radio. Et qui empruntent du coup majoritairement au répertoire du théâtre bourgeois de la fin du 19e, donc des auteurs qu'on a largement oubliés. Et puis elles empruntent aussi au classique. Si vous pouviez comprendre, et le peu qu'est la vie, et de quelle douceur cette mort est suivie. Polyeucte de Corneille, interprété par Albert Lambert et Eugénie Segon-Weber en 1939. Mais que sert de parler de cet trésor caché à des esprits que Dieu n'a pas encore touchés? Cruel, car il est temps que ma douleur éclate et qu'un juste reproche accable une âme ingrate. Est-ce là ce beau feu, sont-ce là tes serments? Témoignes-tu pour moi les moindres sentiments? Dans ces premières années, disons jusqu'en 1950, on utilise ce qui est déjà existant. Et on adapte simplement aux conditions de studio, en agrémentant de musique, etc. Mais ça n'a pas encore d'incidence sur l'écriture même des pièces. C'est vraiment dans un second temps, dans la deuxième moitié du XXe, qu'à force d'insistance auprès des auteurs, et aussi tout simplement parce qu'il faut que cette pensée du média fasse son chemin, on va entendre des pièces vraiment conçues pour le médium radiophonique et qui vont à terme, effectivement, profondément modifier l'écriture dramatique. Donc assez rapidement, on va imaginer d'inventer des dramatiques radio, c'est-à-dire des pièces de théâtre qui soient directement conçues pour la radio. It is a great honor for me to have been awarded the Italia Prize for my... Le seul enregistrement de la voix de Samuel Beckett, quand il reçoit le prix italien en 1959 pour sa pièce radiophonique Cendre. Do not ordinarily write for radio. Je n'écris pas d'ordinaire pour la radio, mais je crois que c'est un média qui n'a pas encore été pleinement exploité et que cette forme d'expression réserve de merveilleuses possibilités aux auteurs.
in this form of expression. À partir des années 40, la radio s'est affranchie du théâtre conventionnel pour inventer son théâtre radiophonique. C'est l'époque de la création sonore et des fictions dramatiques radio, avec les procédés de l'époque. Marion Chentier-Alève. La radio a d'emblée cherché tous les procédés qu'elle pouvait inventer. Donc on explore d'abord la dramaturgie des voix, c'est-à-dire les univers que les voix peuvent créer. Par exemple, un extrait de Pierre Brasseur qui emmène le spectateur au siècle de Louis XIV et qui tente de faire imaginer la voix de Louis XIV lui-même au moment de sa mort et qui instaure une sorte de voix du passé en revisitant Versailles. Voilà. Tout est fini. Nous n'irons pas plus loin. Pierre Brasseur, 1945. Attendez. Cette voix. Cette vieille voix. Non, c'est pas possible. Mais si, pourtant, mais si. La grande voix qui transperce cette porte de chêne. Mon micro, mon micro. Mon micro sur le bois. Là, voilà, voilà. Et maintenant, chapeau bas. La voix de Louis XIV. Le siècle du grand roi. Le grand siècle est mort. Un autre exemple d'un procédé qui est massif dans les créations radiophoniques de l'époque, qui est le procédé épique, et de jouer donc sur la polyphonie, sur la voix des foules, sur l'ampleur des voix chorales, pour créer une ambiance épique qu'on retrouve beaucoup dans les radiophoniques historiques ou dans les radiophoniques qui mettent en scène par exemple le poème de Paul Claudel, Christophe Colomb. Il y a aussi beaucoup l'emploi des voix dédoublées, un individu qui est dédoublé, dont on fait entendre la voix publique d'un côté et la voix de la conscience de l'autre. Où sommes-nous ? Nous sommes à l'intérieur de ta conscience. Habib Benglia, Michel Bouquet, dans le Christophe Colomb de Paul Claudel, 1962. Je ne distingue rien. Fais attention. Pourquoi ne me laisses-tu pas de repos ? Laisse-moi. Je ne veux pas te regarder. Quelques exemples de procédés permettent de faire entendre les voix de l'au-delà, sachant que par là on entend surtout ce jeu avec la voix des morts qui intéresse immédiatement la radio et qui est aussi une sorte de fantasme poétique. Vous avez l'air cynique. Maria Cazares, en 1972. Maintenant plus que jamais. Pourquoi êtes-vous toujours comme cela avec moi ? Mais pourquoi êtes-vous mort ? Il y a aussi tout un jeu donc d'inscription des voix dans le temps et des voix dans l'espace qui permet de créer des plans sonores différents, des profondeurs, des perspectives. Comme le temps passe. Claude Pieplu, dans La Morte, de Jacques Cousseau, en 1973. Deux heures et demie. La création radiophonique actuelle utilise de façon peut-être un petit peu moins illustrative les voix et beaucoup plus de façon poétique ou énigmatique. Et je songe, je voudrais me l'interdire. Je songe qu'il mourra vite. Hervé Pierre, dans Le Bain, de Jean-Luc Lagarce, en 2000. Très vite, désormais. Maintenant. J'ai pensé, en même temps, que maigre, ainsi, si maigre, j'ai pensé qu'il était plus beau encore que la dernière fois où nous nous étions vus. En travaillant à la radio, justement, ce qui m'est apparu, c'est qu'on n'avait pas besoin de changer un mot. Claude Régis, metteur en ondes à Radio France, dans les années 80. Et que le micro permettait de rentrer complètement dans la conscience de l'auditeur, peut-être beaucoup plus facilement qu'avec l'intermédiaire de corps et quand même d'une représentation plastique visible sur une scène. Et que cette voix de l'inconscient de l'auteur, qui en fait s'écoulait directement dans la conscience de l'auditeur sans passer par la couche extérieure du corps, c'était en effet une écoute privilégiée. La radio a beaucoup joué dans l'évolution de la diction des acteurs. Elle a d'abord permis de changer complètement le rythme
Le rythme au théâtre était jusqu'alors assez lent, les voix étaient très posées. La représentation, encore une fois, reposait sur la diction elle-même et sur l'écoute du texte. Donc la radio a permis d'une part de faire entendre des voix autres que celles des comédiens, notamment le parler quotidien qui est entré en collision avec la déclamation un peu isolée qui était encore celle qu'on trouvait dans certains théâtres. J'aime ça, moi, les grâces. Jean Témerson, dans Gog et Magog, d'Albert Vidali, en 1949. Mais bougez, nom d'âge! Cassez les carreaux pour voir ce qu'il y a derrière! Flanquez des casseroles à la queue des chiens! Moi, quand j'étais môme, j'étais comme ça. Résultat, je suis devenu un rigolo. La radio a emmené la diction théâtrale du côté d'une diction plus ordinaire, plus naturelle. Et de ce point de vue-là, la radio a joué, mais tout autant le cinéma. Ils se sont associés, en fait, pour contribuer à cette évolution des voix. Et d'autre part, la radio a essentiellement contribué à modifier la vitesse. Elle a habitué les auditeurs à un débit de parole beaucoup plus rapide qui a assez vite retenti au théâtre. Mais c'était essentiellement cette question des voix naturelles, puisque la radio permettait de parler de façon proche, sans avoir recours à des effets de projection de voix. Elle a fait, par contraste, ressortir l'artifice des voix théâtrales et donc contribué à les emmener du côté d'une diction plus ordinaire. Tu vois? Oui. Comment tu le lirais, ça, avec la répétition? On la trouve à Pékin, et puis à Mandalay, à Bangkok. Marguerite Duras et Michael Lansdale, répétant India Song de Duras en 1974. Calcutta, elle meurt. Là, tu es bien d'accord, on la trouve à Pékin, puis à Mandalay, et puis tout d'un coup, il y a une précipitation. À Bangkok, on la trouve à Bangkok. Ah oui. Pourquoi, d'après toi, ça... c'est drôle, j'ai éprouvé le besoin de l'avoir 2 fois, le son. Oui. Bangkok. La radio a effectivement contribué à unifier les parlers. Dans un premier temps, les speakers radiophoniques se sont explicitement revendiqués comme les tenants du parler officiel, qui était en fait le parler parisien. Et de ce point de vue-là, la radio a malheureusement, après les avoir fait entendre, fini par évincer considérablement les parlers régionaux. Mais dans le même temps, la radio a aussi mis en relief et fait entendre des voix tout à fait peu ordinaires, qui étaient celles des grands acteurs, en particulier Alain Cuny, en particulier Maria Cazares, Germaine Montero, Roland Dubillard, des voix qui sortent de l'ordinaire et qui, au contraire, attachent par leur anormalité et qui sont de très grandes voix radiophoniques. Oh, moi, quand je suis ému, j'ai une mémoire de chimpanzé. Il suffit que je sois ému. Attendez, c'est ma mémoire. Elle a beau être hallucinante. Attendez voir. Roland Dubillard et Philippe de Chérizet dans l'émission Dimanche dans un fauteuil, 1959. Je sais pas ce que j'en ai fait. Comment, vous avez votre mémoire sur vous? Oui, dans un bout de papier journal. Allons donc. Ah, pourvu que je l'ai pas perdu. Ça y est, voilà. Me rappelez pas la poche. Elle est toute petite. Oui, c'est une mémoire qui me vient de mon grand-père, figurez-vous. Il paraît qu'elle a appartenu à un cheval. Tenez, attendez, vous allez voir comment elle va vous le restituer sur le bout du doigt, ce début de tragédie. La radio, c'est prendre conscience de ce qu'on n'entend pas au théâtre. Au théâtre, on est évidemment immédiatement pris par la dimension visuelle et l'œil est occupé à repérer tous les indices sur scène. Et il y a un travail lourd d'observation à faire qui oblitère en partie la conscience de l'écoute. Tandis qu'à la radio, quand on est invité à faire l'économie de cette partie visuelle, on peut concentrer l'attention sur l'écoute. Et c'est alors qu'on se rend compte du nombre de phénomènes ou de bruits ou de sons qui nous échappent à la représentation scénique. Donc c'est l'idée d'ouvrir l'oreille à des bruits dont on n'a pas conscience en général quand on est au théâtre. Tenez, la voilà. Roland Bertin, Marc Ayrault et Jean-Claude Jay dans Elle est là de Nathalie Sarraute en 1980. Qui donc? Mais la porteuse, elle l'a toujours en elle. Vous savez. Vous avez raison. Elle est toujours là, en elle, son idée. Inentamée, pas changée d'un iota. Ça se voit tout de suite. Rien qu'à cet air. Oui. La radio nous sert de conservatoire des voix et des dictions. Notre diction actuelle a beaucoup évolué, donc les voix sont toujours datées, et c'est aussi ce que la radio permet de rappeler
et ce qu'elle permet aussi d'étudier à l'occasion. Entendre le théâtre et la radio par Marion Chénier-Alève qui vous renvoie, chers auditeurs, vers l'ouvrage de René Farabet, Théâtre d'ondes, Théâtre d'ombre, paru aux éditions Champs Social en 2011. Vous êtes également invité à prolonger l'expérience en vous rendant sur le site de la BNF où quelques 17 parcours vous attendent. Archives, interviews et documents rares. Entendre le théâtre, une série originale de la Bibliothèque nationale de France en partenariat avec le CNRS. Réalisation, mixage et musique originale, David Federman. Chef de projet, Marie Leroc. Direction scientifique, Marie-Madeleine Mervan-Roux. Aide à la réalisation et narration, Sylvain Asselot. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.